Eh bien, bonjour à tous, je suis heureux de vous voir nombreux à cette session. Nous allons parler principalement des achats collaboratifs suite à la sortie du livre que Hugues Poissonnier, qui est ici au premier rang, Nicolas Courim, qui devait être ici mais s'excuse, pourra malheureusement pas se joindre à nous, et moi avons rédigé. D'abord, je vais me présenter. Ça fait à peu près 25 ans que je sévis dans le domaine des achats. J'ai découvert les achats après mon MBA aux États-Unis en faisant un peu de conseil chez Booz. Puis je suis passé chez Frito-Lay où j'ai appris vraiment à utiliser les achats non pas pour réduire les coûts, mais pour faire mieux que le concurrent. C'était d'ailleurs dans notre objectif stratégique. Ensuite, 2 années de conseil chez McKinsey pour structurer tout ça. Quelques années pour l'appliquer, en particulier chez GlaxoSmithKline. Et aujourd'hui, je transmets ce que j'ai appris modestement en étant professeur participating à Grenoble École de Management et en travaillant avec Big Fish pour faire de la formation en entreprise. Donc Big Fish, Nicolas n'étant pas là, c'est à moi de le présenter. Vous le connaissez probablement, mais c'est un cabinet qui fait de la transformation d'équipe achat, évaluation de compétences, recrutement et formation. Voici le bouquin. Nous en avons quelques-uns ici à votre disposition si vous le souhaitez. Et puis il est disponible dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Venons-en à notre présentation. Nous allons parler très brièvement des pratiques actuelles et puis essayer de justifier pourquoi il faut collaborer et puis mettre en place cette collaboration. Bien entendu, nous garderons suffisamment de temps à la fin de la session pour vous permettre de poser des questions ou de débattre des sujets qui vous ont particulièrement interpellé. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un lichen. C'est-à-dire, c'est une symbiose entre une algue et un champignon. Et grâce à cette symbiose, le lichen peut survivre dans des conditions extrêmes. En Antarctique, dans les zones volcaniques, dans l'espace ou dans les zones où il n'y a quasiment pas d'oxygène. Donc, la collaboration, c'est un phénomène naturel. Dans la nature, il y a de très nombreux exemples. Darwin, ce n'est pas uniquement la survie du meilleur qui va détruire ses voisins pour prospérer. Et dans la réalité de l'entreprise, c'est la même chose. Pourquoi faut-il privilégier le rapport de force ? Peut-être qu'à l'origine, il y avait des fournisseurs et les premiers acheteurs qui avaient en tête une chose, si moins frappé fort, moins bon prix. Et nous le savons aujourd'hui, c'est ce que de nombreux acheteurs ont utilisé, mais on arrive au bout de cette approche, d'autant plus qu'aujourd'hui, un fournisseur, c'est parfois une ressource rare. Alors pourquoi ça ? Peut-être était-ce l'influence de Michael Porter, le fameux Michael Porter que tout le monde connaît, qui avait identifié une analyse des industries en modèle de rapport de force. Et donc, sur l'entreprise, il y avait cette force sombre, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Il fallait donc devenir plus puissant que son fournisseur, essayer de s'intégrer verticalement pour éviter que le fournisseur ne prenne l'ascendant sur vous en rentrant sur votre marché. Mais Porter, c'est les années 80. Et même lui, aujourd'hui, reconnaît volontiers que ce qu'il a dit dans les années 80 n'est plus tout à fait d'application aujourd'hui. On est passé d'une vision industrielle à une vision ressource. L'entreprise qui gagne, c'est celle qui a un meilleur jeu. C'est celle qui a les ressources qui lui permettront d'être meilleure que ses concurrents. En particulier, quelques écrits comme ceux de Barney et Peteraf, et peut-être un acronyme que vous avez vu ou lu quelque part, VRIN. C'est bien d'avoir des ressources, encore faut-il qu'elles soient valorisables, rares, inimitables et non substituables. Et des fournisseurs peuvent avoir ces caractéristiques. Nous en parlerons. Parce que finalement, quel doit être notre objectif ? Réduire les coûts? Mais est-ce l'objectif de l'entreprise qui nous emploie? Est-ce que réduire des coûts va donner à l'entreprise la suprématie pour son marché? J'aime
discuter de l'exemple de l'acheteur de disques durs chez Dell, qui à la fin de l'année va voir son patron très heureux de pouvoir déclarer une amélioration de coût de 20% dans les disques durs, tout en ayant bien entendu préservé la qualité, les performances, etc. Donc cet acheteur s'attend à un bonus mirobolant. Le seul problème, c'est qu'au même moment, il y a un acheteur chez Acer, chez HP, chez Sony, qui va voir son patron de la même manière en annonçant les mêmes réductions de coûts sur les disques durs. Et puis moi, quand j'étais patron des achats de GlaxoSmithKline Biologicals, ou vous, quand vous devez acheter des ordinateurs, vous faites appliquer les mêmes techniques aux fournisseurs d'ordinateurs et c'est moins 20% sur les disques durs et sur les mémoires et sur les écrans. C'est vous qui allez en profiter. Dell n'a pas de pricing power, n'a pas la possibilité de conserver les gains réalisés aux achats grâce à sa position sur le marché. Et donc cette stratégie de réduction des coûts, sans pricing power, sans la possibilité de se différencier, n'amène finalement rien de compétitif à l'entreprise. Bien entendu, il faut le faire, sinon vous allez être derrière vos concurrents, mais ne faire que ça ne vous donnera jamais le maillot jaune. Et que voulons-nous tous? Bien entendu, le maillot jaune. Nous voulons contribuer aux objectifs de notre entreprise. Et les objectifs de notre entreprise, c'est, laissez-moi deviner, accroître notre part de marché, devenir plus profitable, être vu comme étant innovant. Mais les stratégies de dominance par les coûts, malheureusement pour une entreprise européenne, c'est assez difficile. Vous trouverez toujours une entreprise chinoise ou coréenne pour faire mieux que vous. Donc il faut faire plus que dominer par les coûts. Et donc il faut revenir aux fondamentaux de la création de valeur. Comment crée-t-on de la valeur? Ah, il y a des formules. Je ne veux pas vous effrayer, j'en ai mis une, mais je vous promets que je ne vous fais pas de quiz à la fin de la session pour voir si vous l'avez retenu. Qui valorise l'entreprise sur la base des liquidités que l'entreprise peut générer annuellement, d'année en année, pondérées par un facteur de risque. Et donc, les achats doivent travailler sur ces différents éléments. Chez Dell, il n'y aura pas de liquidité créée si on baisse le prix des disques durs, puisque Compaq, Acer, HP font tous pareil. Et donc, vous allez vendre moins cher. Par contre, si vous augmentez le retour sur investissement en achetant plus intelligemment, en trouvant des gisements de productivité, en éliminant les gaspillages entre vous et vos fournisseurs, peut-être allez-vous créer du cash. Surtout si en même temps vous allez aider à augmenter vos ventes en ayant un produit plus désirable, plus performant, une voiture qui consomme moins, une caméra à plus haute résolution, un service d'entreprise unique pour lequel vous aurez, vous seul, une compétence à rendre ce service à vos clients internes et vos clients externes. Bien entendu, il faut aussi réduire le risque, parce que c'est bien de mettre vos fournisseurs en Thaïlande, en Chine, les avoir à l'autre bout de la planète, ou même pas si loin, à l'autre côté de la Méditerranée. Mais si cela perturbe votre chaîne d'approvisionnement, si, oui, vous achetez moins cher, mais vous devez allonger les chaînes, vous n'êtes pas sûr de recevoir tout à temps, vous augmentez le risque. Si vous achetez une matière rare, et que dans quelques années, vous pensez que cette matière ne sera pas disponible pour tous ceux qui en auront besoin, vous construisez des avions, vous avez besoin de titane, mais le titane, ça sert aussi à faire des clubs de golf, c'est plus facile, à faire de la peinture blanche, ça se vend beaucoup. Et donc, dans quelles conditions allez-vous acheter du titane? Ou des fibres complexes, des fibres silicone carbone pour faire des pièces d'avion. Donc, vous devez aussi travailler à la réduction de ce risque sur votre approvisionnement. Et puis,
tout ça, si vous ne le faites pas plus vite que vos concurrents, qu'est-ce que ça vaut? Donc vous devez aussi apprendre à être plus agile. Alors, du temps d'Henry Ford, être plus agile, Monsieur Ford descendait dans l'atelier et allait dire à ses ingénieurs, noir, ce n'est plus à la mode, faites-moi des voitures bleues. Parce que chez Ford, on faisait tout. Un bout de l'usine, il avait ses aciéries, il faisait rentrer du charbon, du minerai de fer, de la main-d'œuvre. À l'autre bout, il y avait les Forte qui sortaient. Aujourd'hui, si vous reprenez le rapport annuel de Peugeot, ils disent que les fournisseurs, c'est 75% de la valeur d'une voiture. Et si vous êtes justement dans le marché des PC, chez Acer, c'est 95% d'une voiture. Donc, pour aller plus vite, il faut être capable de mettre en branle cette chaîne, cette entreprise étendue composée de vous, de vos fournisseurs, et puis probablement des fournisseurs de vos fournisseurs. Et si cet ensemble est rouillé, mal huilé, si la confiance ne règne pas, vous n'allez pas avancer très vite. Oui, vous arriverez à faire des changements. Le marché demande un type de véhicule différent, vous y arriverez. Mais peut-être moins vite que vos concurrents qui, entre-temps, auront augmenté leur part de marché. Ou peut-être serez-vous plus efficace, plus agile que vos concurrents à gérer ces fournisseurs. Et c'est vous qui allez prendre des parts de marché, qui allez capturer cette valeur due au changement. Alors, certains d'entre vous achètent de l'indirect et disent « Oui, mais tout ça, c'est bon pour la production. » Vous êtes sûr? Supposez que vous êtes une banque dans un pays en forte croissance et que vous devez acheter, entre guillemets, la construction de nouvelles agences. Si vous êtes capable de gérer vos fournisseurs plus efficacement et que vous êtes le premier sur le bloc à ouvrir l'agence indépendante, donc sortir de la banque nationale peut-être, vous allez capturer très rapidement de nouveaux clients qui seront avec vous pour 20 ans. Donc en indirect aussi, être plus rapide, ça veut dire capturer plus de parts de marché. Dans le domaine pharmaceutique, si vous êtes plus rapide pour valider vos produits par la gestion des Clinical Research Management, si vous êtes plus rapide pour valider vos produits par des analyses plus fines, des dossiers plus complets, vous allez augmenter votre valeur. Et ce n'est pas de la production. Dans les produits de grande consommation, si vous êtes plus rapide, plus efficace, plus performant en marketing, ce sont des fournisseurs. Il faut les gérer avec les mêmes principes. Donc, sortir du Purchasaurus, sortir de ce modèle préhistorique où la massue est le seul argument, et travailler sur ces 4 éléments constructeurs de valeur. L'augmentation du retour sur investissement, l'augmentation des ventes, la réduction du risque, le coût moyen pondéré du capital, pour parler comme les financiers, et puis le faire plus vite, de manière plus agile. Bien entendu, il faut appliquer tout ça à des portefeuilles de fournisseurs différenciés. Si vous voyez ce graphique, la ligne représente le potentiel de création de valeur. Et ici, votre portefeuille de fournisseurs. Vous avez toujours quelques fournisseurs pour lesquels vous aimeriez vous en débarrasser, mais vous ne pouvez pas, pour des raisons historiques ou de manque de concurrence. Achat traditionnel. On espère que vous allez un peu plus loin et qu'au moins vous avez une collaboration transactionnelle. Ce n'est pas très intense comme collaboration, mais au moins vous allez rechercher une efficacité dans le flux de matière entre vous et eux. Peut-être aller vers une chaîne logistique collaborative. Peut-être même à mettre ensemble certaines ressources. Avoir des fournisseurs qui construisent leurs usines à côté des vôtres, qui mettent en place pour vous un chercheur, un spécialiste dans un domaine particulier. Et puis, le fournisseur ultime, c'est celui qui est partenaire. Ah, partenaire. Un nom peut-être trop souvent utilisé, mais parfois un mauvais escient. Vous avez sûrement vu un certain nombre de commerciaux venir vers vous en disant « Ah, chère madame, cher monsieur, nous sommes votre partenaire depuis 30 ans. »
Le problème, c'est que la semaine suivante, il va chez votre concurrent avec le même discours. Ça, ce n'est pas un partenaire. C'est peut-être un très bon fournisseur, mais ce n'est pas un partenaire. Parce qu'il ne va pas vous aider à accomplir vos objectifs stratégiques, ceux de l'entreprise, qui est de justement gagner des parts de marché sur votre concurrent, vendre plus de produits que lui ou vendre de meilleurs produits, les vendre plus cher. Ce n'est pas un partenaire. Donc, il y a quelques fournisseurs qui sont vos partenaires et vous devez les choyer parce qu'ils sont rares. C'est une ressource précieuse. Mais non, les fournisseurs, ce n'est pas une ressource précieuse. C'est une ressource disponible sur le marché. En est-on si sûr? Oui, il y a 10 ans, il y avait peut-être 6, 7, 8 fournisseurs capables de fournir tel module, tel élément, tel service. Aujourd'hui, après 10 ans de chasse au coût, ils se sont consolidés ou ils ont disparu. Il en reste 2, chacun a des compétences distinctes. Alors, voulez-vous qu'ils travaillent pour vous de manière privilégiée ou qu'il essaye de maximiser son volume en vendant la même chose à tout le monde? Pouvez-vous valoriser ce qu'il vous vend ou c'est lui qui va le valoriser? Va-t-il être rare ou disponible pour tout le monde? C'est là l'enjeu de la gestion collaborative. Vous devez le convaincre, peut-être, d'être votre fournisseur préféré parce que vous allez être son client préféré. J'ai discuté il y a quelque temps avec quelqu'un qui travaillait pour Honda et qui me disait « Ils sont durs, ils sont très durs, mais ils nous respectent. Et ils veulent qu'on travaille et qu'on croisse et que nous soyons profitables. » À l'inverse, d'autres fabricants, bon, on peut penser à General Motors, mais ce n'est pas le seul, n'ont pas ce respect de leurs fournisseurs et n'ont pas cette adhésion de leurs fournisseurs. Bien entendu, les fournisseurs partenaires, ici, vous n'en avez pas beaucoup, mais ils peuvent valoir beaucoup pour votre entreprise. Alors, êtes-vous capable de collaborer? Quel est votre coefficient collaboratif? Je crois que j'ai la chance d'avoir Hugues dans la salle, et comme Hugues est le spécialiste du coefficient collaboratif qu'il avait développé, je vais lui laisser présenter cette page. Merci Michel. Bon, je vais d'abord me présenter, Hugues Poissonnier, professeur à Grenoble École de Management et directeur de la recherche de l'IRIMA, que Michel a déjà présenté tout à l'heure. Effectivement, le coefficient collaboratif, c'est une chose qu'on a développée dans l'ouvrage qui est ici, dans un contexte bien précis qui est celui des relations clients-fournisseurs. Mais au départ, c'est un concept que j'avais développé dans le cadre des projets collaboratifs de R&D. Donc j'avais accompagné un certain nombre de projets au sein du pôle de compétitivité minalogique et avec un certain nombre de collègues, on avait construit ce coefficient collaboratif qui est fondé sur la reconnaissance de 3 piliers importants. L'idée, c'est de... J'ai l'impression que le son varie un petit peu. Bon, l'idée est qu'on n'a pas tous le même besoin de collaborer. La collaboration, ce n'est pas la panacée. Mais en général, quand même, on part de suffisamment loin en matière de collaboration et d'achat collaboratif pour qu'un peu plus ne fasse pas de mal. Alors l'idée, c'est de reconnaître finalement les apports potentiels de la collaboration. On n'a pas tous de la même manière à y gagner. Lorsque ces apports sont importants, on peut accepter de prendre un certain nombre de risques relativement importants. Parce que la collaboration, ça présente aussi un certain nombre de risques par rapport à la propriété intellectuelle, par rapport à toute une série de choses qui viennent tout de suite à l'esprit. Alors accepter des risques importants, si les apports sont potentiellement importants, ça ne pose pas forcément beaucoup de problèmes. Mais accepter un risque important lorsque les apports sont potentiellement faibles, vous voyez tout de suite que l'équation n'est pas bonne. Alors au-delà des apports potentiels et au-delà des risques, il y a finalement toute la dynamique de la confiance qu'on est capable d'instaurer, d'établir, de pérenniser, de développer. Et ça, ce sont vraiment des éléments importants qui permettent à la fois d'augmenter les apports potentiels et de réduire les risques. Alors concrètement, il y a des modalités tout à fait concrètes de développement de cette confiance.
Et souvent, c'est un peu paradoxal, ça passe par un certain formalisme qu'on va être capable de construire. La confiance, c'est quelque chose qui est tout à fait informel, mais le formalisme dont je parle, c'est finalement le fait d'être capable de se rassurer en intégrant dans un certain nombre de contrats des choses importantes sur notamment la propriété intellectuelle. J'avais développé à l'époque la notion de time to agreement, c'est-à-dire le temps qu'on met pour arriver à formaliser un accord de consortium et sur des projets collaboratifs portés par des pôles de compétitivité qui durent en moyenne 3 ans. Le temps moyen pour arriver à cet accord de consortium, c'était 1 an et demi. C'est beaucoup trop long, parce que au bout d'1 an, au bout même d'un peu moins de temps, on commence à se poser de vraies questions sur le partage de la propriété intellectuelle, et ça explique souvent la sortie de certains partenaires. Alors tout ça, c'est vrai aussi dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui, plutôt des relations clients-fournisseurs. Et voilà, je pense qu'il est important, et c'est un élément parmi d'autres, d'arriver à formaliser ces choses-là relativement rapidement. Merci Hugues. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, la collaboration peut renforcer votre position concurrentielle et c'est démontré par des études. Probablement que la plus connue est celle de John Henke aux États-Unis parce que c'est le seul qui l'a fait depuis une série de à peu près 20 ans, 10 ans étant publié, où il a pu comparer le coefficient de relation entre un fournisseur et son client dans l'industrie automobile américaine. Depuis 2001 jusqu'à 2007, ici je vous montre quelques données, et on voit que les grandes entreprises américaines sont sur le bas de l'échelle et les entreprises japonaises sont sur le haut. Alors vous pouvez me dire, oui, mais est-ce vraiment important? En parallèle, un certain nombre d'études ont été faites sur quelques facteurs opérationnels et on voit que les coûts de fabrication des opérations japonaises ont baissé aux États-Unis alors que les Américains augmentaient. Les Japonais avaient moins de stock, les Américains augmentaient leur stock. Les Japonais augmentaient leur part de marché, les Américains baissaient leur part de marché. Et vous connaissez l'évolution financière de General Motors, par exemple. Alors pourquoi? Plus pratiquement, ici, vous voyez, auprès de ces entreprises américaines qui fournissent l'ensemble des constructeurs, leur changement d'intention en allocation de budget de recherche et développement. Et on voit que d'année en année, il y a moins de budget qui est alloué à Ford, General Motors et Chrysler, et plus ajouté en particulier à Honda et Toyota. Et donc, Honda et Toyota peuvent avoir des véhicules qui vont être plus performants, plus différenciés, alors que Ford et General Motors restent sur des commodités sur 4 roues. Il y a eu des changements dans l'industrie automobile américaine qui font que les patrons des achats de ces grands groupes ont été remplacés par des ingénieurs qui ont fait évoluer la relation achat. Aujourd'hui, les lignes sont beaucoup plus resserrées. Mais comment mettez-vous tout ça en place? Ça commence par la réalisation du besoin de changement. C'est à l'agenda de la direction générale. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a un vrai défi pour nous, les acheteurs, c'est comment prendre la main notre PDG et l'amener ici au salon des achats. Ensuite, comme l'a expliqué Hugues, essayez de comprendre votre capacité à collaborer et tout d'abord en interne. Parce que les achats ne peuvent pas le faire tout seuls. Les achats, c'est aussi collaborer avec leurs parties prenantes internes. On dit les clients parce que c'est un mot facile en un mot, mais c'est plutôt les parties prenantes. Les ingénieurs, les ressources humaines, le marketing. Ensuite, comment collaborez-vous avec vos fournisseurs? Une fois que vous avez cette transparence sur la qualité de vos relations, vous pouvez en mettre en place un projet de changement, peut-être passer à des équipes diamants sur certains types de projets pour lesquels il y a beaucoup plus de symbiose entre les techniciens de chaque côté de l'entreprise étendue et créer une nouvelle structure de collaboration. Alors, vous voyez ici quelques termes, Client Relation Index, Supplier Relation Index. On peut piloter la performance dans la relation fournisseur. Évidemment, c'est beaucoup plus intangible. C'est très facile de mesurer les coûts en comptabilité standard. C'est déjà plus difficile de mesurer l'impact des décisions en coût global. Mais on y arrive. Et puis, on avance, on devient plus sophistiqué, on va essayer de gérer les sources des coûts.
Ah, dans ma prestation de service, il y a du déplacement, il y a l'intervention prévue, pas prévue, il y a tel type d'équipement qui a été mis en place. Si j'achète de l'emballage, quelle structure, quelle couleur, quelle perte. Et on commence à optimiser tous ces éléments de la structure de coût. Donc on peut avoir un impact sur les spécifications, sur le timing des demandes, etc. Plus loin encore, nous allons piloter avec un tableau de bord prospectif ou une balance scorecard, pour parler en anglais, sur plusieurs dimensions. La qualité, la disponibilité, le risque, le taux de service. Et on va piloter ultimement un écosystème, comme John Henke le faisait, pour évaluer la capacité collaborative de la relation avec un fournisseur. En haut, vous êtes en maille serrée, vous avez un seul composant, le coût. Et plus vous descendez, plus vous intégrez la valeur et puis les avantages concurrentiels durables. C'est évidemment beaucoup plus difficile à piloter, c'est intangible. Mais si vous ne le faites pas, comment voulez-vous guider cette relation et cette capture d'une ressource qui peut être essentielle, celle d'un fournisseur clé? Et donc, il faut penser à mettre en place des outils comme un Client Relation Index qui mesure l'intégration de la fonction achat vis-à-vis de ses parties prenantes internes. C'est quelque chose qui a été développé, entre autres chez Big Fish, nous le faisons beaucoup, où nous travaillons avec des questionnaires miroirs pour à la fois comprendre comment les clients internes d'une entreprise vous perçoivent et comment les acheteurs pensent qu'ils sont perçus. Et il y a parfois, je dois vous dire, des chocs avec des acheteurs qui s'estiment être disponibles, collaboratifs vis-à-vis de leurs clients internes, et le message qu'ils reçoivent est « non, vous n'êtes pas ce que vous pensez être ». Et puis des chocs qui sont salutaires parce que j'en avais fait une récemment, et il y avait une dimension en particulier où les clients internes disaient « oui, on veut plus vous voir, on a besoin de vous, ce que vous faites n'est pas suffisant, donc nous vous accueillons pour travailler avec nous ». Et puis en parallèle de ce Client Relation Index, évidemment, il y a le Supplier Relation Index, qui est également, dans notre cas, un système miroir où nous demandons aux fournisseurs ce qu'ils pensent de leurs clients et aux clients ce qu'ils pensent de la manière dont ils gèrent leurs fournisseurs, avec des questions identiques mais miroirs. Tout cela permet de montrer le chemin qui reste à faire, car mesurer, c'est le début du projet, et établir une cible de progrès. Comme finalement, aux États-Unis, General Motors et Ford en particulier ont pu le faire, et aujourd'hui ont pu améliorer leur collaboration avec leurs fournisseurs, et ont pu arriver à ramener leurs voitures dans le peloton de tête des voitures les plus appréciées par les conducteurs américains. Évidemment, pour ça, il faut élargir cette vision, en conclusion, de la gestion des fournisseurs avec une évaluation de l'approche que nous avons. Sommes-nous tactiques? Prenons-nous ce qui vient de nos parties prenantes internes? Ou sommes-nous stratégiques? Avons-nous la capacité à influencer ce qui se passe dans l'entreprise? Et puis, avons-nous un objectif de réduction des coûts? Ou au contraire, avons-nous un objectif d'augmentation de la valeur? Alors, bien entendu, il y a toujours des fournisseurs pour lesquels l'approche tactique réduction des coûts est appropriée. Les fameux PC dont je vous parlais au début de cette discussion. Ensuite, vous avez un certain nombre de fournisseurs où vous allez vous focaliser sur l'optimisation intégrée de la chaîne d'approvisionnement. C'est le coût global ou le total cost of ownership. Mais pour vraiment gagner, pour être meilleur que votre concurrent, il faut s'attaquer à l'amélioration de la valeur. Donc la valeur totale d'usage. Gérer un réseau, avoir une approche proactive, capturer des compléments clés de compétences chez ses fournisseurs pour augmenter les revenus, la part de marché. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus valorisant. Et évidemment, il faut mettre en place de nouveaux outils pour comprendre votre environnement, construire une solution, mobiliser des ressources et puis les mettre en œuvre. Bien entendu, il y a quelques outils techniques, transparence, analyse de la dépense,
analyse des coûts, analyse des marchés, négociation, présentation, et puis mise en place d'un projet. Mais n'oubliez pas de rajouter une couche capacité organisationnelle, une culture différente. Il vous faut de l'écoute, de l'empathie, une capacité à faire des priorités, une capacité aussi à savoir dire non parce que vous avez un temps limité, et puis une affirmation de vous-même, une créativité pour imaginer quelque chose de différent, sortir du modèle du pur chasseau russe avec sa massue. Mobiliser, argumenter, convaincre et mettre en œuvre, ce qui veut dire aussi savoir gérer des conflits, savoir gérer des difficultés, savoir communiquer avec les sponsors de votre projet pour le faire avancer. Et donc, créer votre leadership achat. Il nous reste un peu de temps pour les questions, soit maintenant, soit je vais rester autour du plateau encore pendant quelques temps si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, ou si Hugues, qui est avec moi, ne peut pas y répondre. Et puis n'hésitez pas à me contacter par après. Vous avez ici ma carte de visite pour ceux qui sont équipés de smartphones. Je vous laisse la parole. Oui, non? Bonjour. Je voulais savoir comment vous pouviez intégrer les achats responsables dans cette problématique collaborative. Pourquoi fait-on des achats responsables? Il y a de la même manière une évolution. Le premier impetus pour les achats responsables, c'est la philanthropie. Mais très rapidement, on se rend compte que les achats responsables, c'est aussi réduire des coûts. Emballer moins, réutiliser. Les achats responsables, c'est réduire les risques dans un environnement réglementaire qui peut être de plus en plus contraignant. On peut parler de REACH par exemple. Et les achats responsables, aujourd'hui, c'est parfois capturer des parts de marché si vous savez non seulement bien entendu faire des achats responsables, mais communiquer sur ces achats responsables de manière à ce que votre produit apparaisse comme étant plus vertueux. Donc les achats responsables, comme tous les achats, doivent se construire comme étant architecturés ou structurés autour de la création de valeur par la réduction des coûts, la réduction du risque et l'augmentation de l'attractivité de votre produit final. Dans le long terme, évidemment, si votre objectif est à 3 mois, si vous êtes resté sur un objectif, il me faut faire moins cher que le trimestre précédent, je reconnais que c'est très difficile. Les achats responsables, justement, c'est aller plus loin que ça. C'est gérer une entreprise étendue, un écosystème, de manière à ce que votre réseau fournisseur soit en forme pour demain, pour après-demain, pour que vos réseaux fournisseurs vous supportent face au coup de boutoir d'une concurrence qui est féroce, qui vient parfois de très loin, mais qui n'a pas la même approche culturelle, qui n'est pas capable de créer justement ces relations. Les entreprises qui savent collaborer ont été prouvées comme ayant une profitabilité étant 70% supérieure à celle des entreprises qui ne savent pas collaborer. Donc, les achats responsables, pour moi, ça rentre dans ce modèle de gestion d'un écosystème, de gestion d'une entreprise étendue pour la durée. Mais ça dépend de votre patron. Parce que si votre patron est resté sur la vision purement financière, comptable des achats, c'est difficile. Donc il faut vendre une vision plus large. Pour compléter peut-être ce que dit Michel, je dirais que les achats collaboratifs, la collaboration, c'est sans doute le meilleur moyen de rentrer dans la démarche achat responsable. Souvent, on est convaincu de l'intérêt de cette démarche-là, y compris pour des raisons de réduction des coûts, comme l'a bien précisé Michel, mais on a bien du mal à savoir comment. On a du mal avec les modalités de mise en œuvre de ces achats responsables. Pour moi, les achats collaboratifs, c'est déjà des achats responsables, parce que quand on collabore, on est forcément responsable sur un certain nombre d'aspects, sociaux notamment. On va contribuer sans doute à déprécariser le travail chez le fournisseur, parce qu'on va peut-être faire un peu de lissage des achats, des choses comme ça. Et puis on fait d'autant plus facilement des collaborations, on développe d'autant plus facilement des collaborations que les fournisseurs avec lesquels on travaille sont proches. Donc là aussi, sur l'aspect environnemental, on va sans doute réduire l'impact. Quand je dis proche, c'est proche d'un point de vue simplement géographique, culturel aussi sans doute, mais ne serait-ce que d'un point de vue géographique.
C'est toute la logique d'ailleurs des pôles de compétitivité dont je parlais tout à l'heure, que d'enraciner comme ça les relations, l'activité au niveau d'un territoire et de rendre finalement un certain nombre de fournisseurs locaux indispensables. Et valorisable. D'autres questions? Je crois que nous avons presque atteint notre allocation de temps. Donc, si vous avez d'autres questions par après, nous quitterons le plateau pour laisser la place à l'intervenant suivant. Mais vous n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons aussi, merci Luc Morad, Big Fish, qui est là. Il nous a amené quelques copies de l'ouvrage. Donc, si vous souhaitez ne pas passer par la case Amazon, ben, nous en avons 7, je pense. Merci. Au plaisir de poursuivre ces échanges. Merci. Au revoir.